Je n'avais jamais eu l'intention de dévoiler les mensonges de mon mari. Le simple fait de livrer des courses à sa tante malade était censé être une gentillesse, pas le fil conducteur qui allait tout défaire. Mais debout dans ce salon immaculé, sans équipement médical, sans femme âgée, juste des flacons de parfum coûteux et une tasse à café tachée de rouge à lèvres, j'ai senti 8 ans de mariage se cristalliser en quelque chose de froid et d'inconnu. Grant avait créé une personne entière à partir de rien, et j'avais préparé avec amour de la soupe pour un fantôme. Quoi d'autre? Me suis-je demandé, l'estomac noué. Avait-il inventé? Et plus terrifiant encore. Qui avais-je épousé exactement? Juste avant d'y revenir, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous de vous abonner. Ma vie avec Grant semblait parfaite de l'extérieur. Une belle maison dans notre paisible banlieue côtière. Des carrières réussies. Des brunchs du week-end entre amis et le genre d'intimité réconfortante qui naît après 8 ans de mariage. Grant était charmant, attentionné, et ces derniers temps, encore plus dévoué que d'habitude. Une qualité que j'attribuais à son sens croissant des responsabilités familiales. J'ai emballé un peu de cette soupe aux poireaux de pommes de terre que Marlène adore, dis-je en plaçant soigneusement le récipient hermétique dans le sac isotherme. Et ces biscuits à l'avoine, mentionna-t-elle la dernière fois. Grant Surratt. Ce léger pli chaud qui se formait au coin de ses yeux me faisait encore battre le cœur. Tu es trop gentille avec elle, Céleste. Elle ne te mérite pas. Elle fait partie de la famille, répondis-je simplement, ajoutant un mot manuscrit souhaitant bonne chance à Marlène. Je n'ai jamais rencontré la tante de Grant. Apparemment, c'était une recluse qui s'était encore plus renfermée depuis le début de sa maladie 6 mois auparavant. Mais je me sentais proche d'elle grâce à ses colis du dimanche, imaginant ses mains fragiles déballant les repas maison que je préparais spécialement pour elle. Chaque dimanche depuis 6 mois, Grant chargeait les courses dans sa voiture et se rendait chez tante Marlène, de l'autre côté de la ville. Il revenait des heures plus tard avec des anecdotes sur son état, sa gratitude, et parfois, quelques petites demandes pour la semaine suivante. Je m'étais investi dans ce rituel, cet acte d'attention envers une femme que je n'avais jamais rencontrée, mais à laquelle j'avais appris à tenir grâce aux descriptions de Grant. Je pourrais venir avec toi aujourd'hui, ai-je suggéré en fermant le dernier sac de courses. Peut-être qu'une autre visite lui remonterait le moral. Le changement dans l'expression de Grant fut subtil mais immédiat, une crispation autour de sa bouche, une froideur remplaçant la chaleur dans son regard. C'est attentionné, mais elle n'est pas prête à rencontrer qui que ce soit en ce moment, dit-il d'une voix douce mais ferme. Elle est gênée d'être devenue si fragile. Tu sais comme elle est fière. J'ai hoché la tête, ignorant la petite voix intérieure qui murmurait « Comment le saurais-je ? Je ne l'ai jamais rencontrée. » Plus tard dans l'après-midi, alors que je triais du linge, un souvenir m'a refait surface. Grant m'avait raconté que ses parents étaient enfants uniques, qu'ils n'avaient pas de famille élargie, hormis un cousin éloigné à Seattle. C'était lors de notre deuxième rendez-vous dans ce petit restaurant italien du centre-ville. Je m'en souvenais parce que cela avait créé un lien. J'avais grandi sans beaucoup de famille, moi aussi. Des années plus tard, tante Marlène était apparue dans ces histoires, présentée comme une vieille amie de la famille, comme une tante. Quelque part en chemin, cette ressemblance avait disparu, et elle était simplement devenue tante Marlène. J'avais accepté ce changement sans me poser de questions, enfouissant toute confusion sous ma confiance en lui. Ce souvenir me laissait mal à l'aise. J'ai plié les chemises de Grant avec une précision mécanique, essayant de chasser ce sentiment. Tout le monde a de petites incohérences dans les histoires qu'il raconte. Cela ne voulait rien dire. Ce soir-là, mon meilleur ami Rowan est venu pendant que Grant était à son match de basket hebdomadaire. Nous nous sommes installés sur la terrasse avec des verres de vin, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de touches d'aquarelle rose et or. Alors, comment va la tante mystérieuse ? Demanda Rowan en faisant tournoyer son cabernet. Yesuris. D'après Grant, elle est stable. Elle ne mange toujours pas beaucoup, mais elle a apprécié la soupe au poulet de la semaine dernière. Rowan a légèrement haussé les sourcils. Lui as-tu déjà parlé directement ? Au téléphone, peut-être ? Non, ai-je admis. Grant dit qu'elle n'aime pas parler au téléphone. Sa voix se fatigue vite. Rowan fredonna en buvant une gorgée de vin. Le son était neutre, mais je la connaissais suffisamment pour déceler la subtile note de scepticisme. Quoi ? Ai-je demandé. Rien,
dit-elle en posant son verre. C'est juste pour quelqu'un qui a été si important dans la vie de Grant, c'est étrange que tu ne l'aies jamais rencontré. Même pas avant qu'elle ne tombe malade. J'ai senti une pointe de défensive. C'est une personne réservée et elle habite à l'autre bout de la ville, à 20 minutes en voiture. Celeste Rowan M.A. interrompu Dousement. Écoute, je suis sûr que tout va bien. Grant est quelqu'un de bien. Je trouve juste ça bizarre, c'est tout. J'ai changé de sujet, mais les mots de Rowan persistèrent, rejoignant la collection grandissante de petites choses. Des doutes que j'essayais d'ignorer. 3 jours plus tard, en rangeant la voiture de Grant, j'ai trouvé un ticket de caisse coincé entre les sièges. Il venait de Wilson's Market, l'épicerie fine où nous achetions le thé à la lavande préférée de tante Marlène et des produits bio. Mais la date sur le ticket était jeudi, et non dimanche. Grant n'avait pas mentionné un voyage supplémentaire cette semaine-là. Ce n'était rien en réalité, juste un ticket de caisse. Peut-être avait-il acheté quelque chose pour lui. Mais mon estomac se serra en fixant ce petit bout de papier, sans pouvoir expliquer pourquoi. Le dimanche suivant, Grant rentra de chez tante Marlène plus tard que d'habitude. Sa chemise était légèrement froissée, et lorsqu'il me serra dans ses bras, je sentis une odeur inhabituelle, florale et délicate. Ce n'est pas mon parfum, rien que je reconnaisse de chez nous. « Comment va Marlène » demandai-je d'une voix prudemment décontractée. « Mieux aujourd'hui » dit-il en desserrant sa cravate. « Elle a vraiment mangé un bol entier de ta soupe. Elle voulait que je te dise que c'était la meilleure chose qu'elle ait goûtée depuis des mois. » J'ai souri et hoché la tête, mais mon esprit cataloguait les détails. Sa façon d'éviter mon regard, la légère tache rose sur son col qui aurait pu être du rouge à lèvres ou une simple tache de linge que j'avais manqué. Sa façon de se diriger directement vers la douche au lieu de reprendre sa routine post-visite habituelle, qui consiste à me raconter des anecdotes sur la journée de tante Marlène. Cette nuit-là, j'ai rêvé que notre maison était en feu. Dans ce rêve, je me tenais dehors sur la pelouse, tenant encore les sacs de courses que j'avais préparés pour tante Marlène. J'ai regardé les flammes engloutir la maison tandis que quelqu'un que je ne voyais pas bien se déplaçait derrière les fenêtres de l'étage. Je me suis réveillé haletante, le cœur battant la chamade. Grant dormait paisiblement à mes côtés, un bras au-dessus de sa tête. J'ai scruté son visage dans la faible lumière filtrant à travers les rideaux. Le visage que je croyais connaître mieux que personne. Le mien. Dans son sommeil, il avait l'air vulnérable, honnête. Je me demandais si c'était aussi une illusion. Le matin est arrivé avec une décision. Je livrerai les courses moi-même ce dimanche. Plus de questions, plus de vagues malaises. Juste des réponses. Je dois rendre visite à ma mère aujourd'hui, a annoncé grand-mère au petit déjeuner, pile au moment précis de la question. Ça te dérangerait de préparer les courses de Marlène ? Je passerai chez elle en rentrant. J'ai gardé une expression neutre en remuant mon café. Bien sûr, tout sera prêt. 3 heures plus tard, après que Grant soit parti voir sa mère, un autre parent qui restait mystérieusement absent de nos vies, sauf lorsqu'il avait besoin d'une excuse, j'ai chargé les sacs de courses dans ma voiture. Dans mon sac à main se trouvait l'adresse que j'avais mémorisée sur l'un des reçus de Grant, 1847 Winslow Street. En sortant de notre allée, mes mains étaient fermes, mais mon esprit s'emballait. Peut-être y avait-il une explication simple. Peut-être que Grant préparait une surprise ou me protégeait d'un événement difficile. Peut-être que j'exagérais ou que je murmurais la voix que j'avais entendue. J'essayais de me taire. Tout ce que je croyais de ma vie était faux. Le trajet jusqu'au 1847, rue Winslow, dura exactement 22 minutes, comme Rowan me l'avait fait remarquer avec désinvolture. J'avais toujours imaginé tante Marlène vivant dans une maison victorienne lugubre, avec peut-être des jardins envahis par la végétation et de la peinture écaillée, le genre d'endroit qui conviendrait à la femme recluse et fragile que Grant avait décrite. Au lieu de cela, je me suis retrouvé garé devant une maison de ville moderne avec un jardin méticuleusement entretenu. Des plantes grasses en pot flanquaient la porte d'entrée, et un carillon avant tintait doucement au plafond du porche. La boîte aux lettres indiquait « Carter » et non le nom de famille de Marlène, Ellis, que Grant avait mentionné dans ses histoires. Je suis resté assis dans ma voiture pendant plusieurs minutes, les sacs de course sur le siège passager, essayant de calmer mon cœur qui battait fort. Il y avait peut-être une explication à cela. Peut-être que Marlène était chez des amis. Peut-être que Grant s'était trompé d'adresse sur ses reçus.
Peut-être que tout cela n'était qu'un malentendu absurde. Mais au fond, je savais que le trajet de ma voiture à la porte d'entrée me semblait traverser un océan. Chaque pas exigeait un effort immense, mon corps résistant instinctivement à ce que mon esprit soupçonnait déjà. Je serrais les sacs de course contre ma poitrine comme un bouclier. Je frappai. Aucune réponse. Après un instant d'hésitation, je réessayai, plus fermement cette fois. La porte bougea légèrement sous mes doigts. Elle n'était pas complètement fermée. Par l'étroite ouverture, je distinguai une partie de l'entrée décorée avec goût, avec une console moderne et une peinture abstraite encadrée au mur. « Bonjour », ai-je crié d'une voix embarrassante. « Marlène, c'est Céleste, la femme de Grant. » Silence. J'ouvris la porte plus largement et entrai prudemment. « Je suis désolé de vous déranger », continuai-je en élevant légèrement la voix. « J'ai apporté vos courses. Grant devait rendre visite à sa mère aujourd'hui. La maison était impeccable, pas celle d'une personne malade ou âgée. Le mobilier était élégant et contemporain, avec des coussins aux couleurs vives et des œuvres d'art qui évoquaient la jeunesse et la vigueur. Il n'y avait ni fourniture médicale, ni flacon de pilules, ni aucune preuve. La maladie que Grant avait décrite avec tant de détails. Sur une table d'appoint près d'un canapé d'angle moelleux se trouvaient plusieurs flacons de parfums coûteux, une paire de lunettes de soleil de créateur et des magazines de mode. Dans la cuisine, je pouvais voir une tasse à café sur le comptoir, le bord taché de rouge à lèvres. Le café était encore chaud. Mon estomac se serra tandis que je m'enfonçais dans la maison, appelant toujours doucement Marlène. Les courses me semblaient de plus en plus absurdes dans les bras. De la soupe et des biscuits à l'avoine pour une femme qui, de toute évidence, n'existait pas. « Qui diable êtes-vous » La voix vint de derrière moi, aiguë et froide. Je me retournai, manquant de laisser tomber les sacs. Une jeune femme se tenait dans le couloir, peut-être la vingtaine, vêtue d'un pantalon de yoga et d'un débardeur ajusté. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval lisse, et son expression était un mélange de surprise et d'agacement. Elle était belle d'une manière calculée, tout en angle défini et en symétrie parfaite. « Je cherche Marlène Ellis », balbutiai-je, sachant même en parlant que je disais n'importe quoi. « Cette femme n'était clairement pas là, il n'y a pas de Marlène ici », dit-elle en croisant les bras. « C'est ma maison. Comment es-tu entré ?» La porte était ouverte, dis-je, mon esprit cherchant à rattraper la réalité. Je suis désolé. Je dois me tromper d'adresse. J'apportais des courses pour la tante de mon mari. Ton mari. Une lueur traversa son visage. Reconnaissance, peut-être, ou calcul. Comment s'appelle-t-il? J'hésitais. Grant. Grant Marin. L'expression de la femme changea subtilement, sa posture se détendant. Oh, dit-elle d'un ton légèrement plus chaleureux. Tu dois être Céleste. Mon sang se glaça. Tu me connais. Je suis Sacha, dit-elle, ignorant ma question. Elle désigna les sacs de course. C'est pour moi, pour toi? Répétai-je bêtement. Eh bien, ce n'est pas pour tante Marlène, dit-elle en faisant des guillemets. La cruauté désinvolte du geste me fit tressaillir. Je ne comprends pas, dis-je, même si je commençais à comprendre. Mon mari vient ici tous les dimanches pour apporter des courses à une tante malade. Il fait ça depuis des mois. Sacha rit, le son dénué de tout humour. C'est ce qu'il t'a dit? C'est inventif. Je lui accorde ça. J'avais le vertige, la pièce s'inclinait autour de moi. J'ai posé les sacs de course par terre avant de pouvoir les lâcher. Qui es-tu pour mon mari? Son sourire était plein de pitié. Chérie, qu'en penses-tu? Écoute, c'est gênant. Je ne savais pas qu'il était marié, si ça peut t'aider. Enfin, pas jusqu'à récemment. Le mensonge m'est venu instinctivement. Je ne suis pas sa femme. Je suis de l'église Trinity. Nous faisons de l'aide communautaire pour les personnes âgées. Grant a mentionné que sa tante avait besoin d'aide et je me suis porté volontaire pour l'aider aujourd'hui. Les yeux de Sacha se plissèrent légèrement, mais elle sembla accepter. Bon, il n'y a pas de fourmis âgées ici, alors tu peux aller faire de l'aide ailleurs. Bien sûr, dis-je en ramassant les sacs. Je suis désolé de t'avoir dérangé. Je me retournai pour partir, désespéré de m'échapper avant de m'effondrer complètement. Mais quelque chose me fit m'arrêter. La porte. Comment connais-tu Grant? On s'est rencontrés à un vernissage l'année dernière,
dit-elle en scrutant ses ongles manucurés. Il passe presque tous les dimanches. Il m'apporte mon thé à la lavande préférée. On s'assoit en terrasse et on parle d'art. Il est très attentionné. J'acquiesçai machinalement. Il l'est. Tu peux les laisser, ajouta-t-elle en désignant les courses. J'apprécieras que tu aies essayé de le remplacer. Il est très pointilleux sur ses rituels du dimanche. Elle l'appelait G. En 8 ans de mariage, je ne l'ai jamais appelé comme ça. C'était un tout petit détail, mais ça m'a transpercé comme une lame. Bien sûr, répétai-je en posant les sacs. Bonne journée. J'arrivai à ma voiture avant la nausée. Me penchant en avant près de la portière du conducteur, je vomis dans le caniveau, tremblant de tout mon corps. Un voisin promenant son chien me lança un regard inquiet, mais je le repoussai d'un geste de la main, cherchant mes clés à tâtons. Je ne me souviens pas du trajet du retour. Tant bien que mal, j'ai réussi à gérer les 22 minutes qui me séparaient de la maison. L'esprit vide et hurlant à la fois. Je me suis garé dans le garage, suis entré et machinalement commencé à nettoyer la cuisine, effaçant toute trace de mes courses du matin. Quand Grant est revenu ce soir-là, j'étais recroquevillé sur le canapé avec un livre que je ne lisais pas. « Comment va ta mère » ai-je demandé, surpris par ma voix si normale. « Bien » a-t-il dit en se penchant pour m'embrasser le front. « Chi, comment s'est passée ta journée » Doucement, ai-je répondu. Je rattrape juste mon retard de lecture. Ce soir-là, alors que nous nous préparions à aller au lit, Grant m'a enlacé par derrière et m'a caressé le cou. « Merci de me comprendre » a-t-il murmuré. « De m'avoir laissé de l'espace quand j'en ai besoin. » J'avais envie de crier, de le frapper, d'exiger la vérité. Au lieu de cela, je me suis adossé à lui et j'ai hoché la tête. Bien sûr. Tandis qu'il dormait à côté de moi, je fixais le plafond, l'esprit en ébullition. Je pouvais le confronter maintenant, exiger des explications, bouleverser 8 ans de mariage, ou bien adopter une stratégie. Je pouvais découvrir sur quoi d'autres il mentait, à qui d'autres il mentait. À commencer par Sacha, ou quel que soit son vrai nom, car quelque chose dans sa maison trop parfaite, ces 2 réponses mielleuses, me semblait aussi calculé que la fiction élaborée de Grant sur tante Marlène. La photo n'était pas parfaite, légèrement floue après avoir été prise à la hâte alors que j'étais sorti de chez Sacha, mais elle était suffisamment nette. Je l'ai prise discrètement lorsqu'elle s'est retournée pour regarder quelque chose sur son étagère, immortalisant son profil sur fond d'œuvres d'art moderne accrochées au mur de son salon. 3 jours après ma découverte, j'étais assise dans un café de l'autre côté de la ville, loin de tout endroit où Grant aurait pu me croiser, à parcourir les résultats de recherche. J'avais déjà essayé les pistes évidentes. Des recherches sur les réseaux sociaux pour trouver Sacha avec des variantes de noms de famille et de lieux, sans succès. Soit elle était extrêmement discrète en ligne, soit Sacha n'était pas son vrai nom. J'étais sur le point d'abandonner lorsqu'un site de recherche par reconnaissance faciale a attiré mon attention. C'était le genre de site capable de trouver des images correspondantes dans des bases de données publiques. Moralement discutable peut-être, mais l'éthique numérique ne me préoccupait plus guère. J'ai téléchargé la photo et j'ai attendu, sirotant un café tiède qui n'avait aucun goût. 5 minutes plus tard, j'avais un nom, Belle Donovan, pas du tout Sacha. D'après les rares informations publiques disponibles, Belle avait grandi dans une petite ville à 3 heures au nord. Elle avait brièvement fréquenté un collège communautaire avant de disparaître des radars. Plus intriguant encore, elle avait fait l'objet d'une déclaration de disparition déposée 10 ans plus tôt par ses parents, qui la pensaient recrutée dans un groupe spirituel marginal que certains médias locaux avaient qualifié de secte. Le dossier avait été clos lorsque Belle était réapparue 6 mois plus tard, affirmant qu'elle voyageait simplement avec des amis. Mais quelque chose dans le timing me perturbait. 10 ans plus tôt, Grant avait effectué un long voyage de recherche pour sa thèse d'anthropologie, une absence de 6 mois au début de notre relation que je n'avais guère remise en question. Aurait-il pu se rencontrer à ce moment-là? Avait-il été impliqué d'une manière ou d'une autre dans ce qui lui était arrivé? J'ai creusé plus profondément en consultant les archives publiques et les bases de données judiciaires auxquelles j'avais accès grâce à mon travail d'assistante juridique. Belle avait un casier judiciaire scellé. Les détails étaient inaccessibles sans motif légal, mais l'existence même du casier était révélatrice. Ce qui s'était passé dans sa jeunesse avait impliqué les tribunaux. 3 jours supplémentaires s'écoulèrent dans cette étrange nouvelle réalité où je jouais le rôle d'une épouse confiante tout en enquêtant secrètement sur mon mari.
Je préparais ses plats préférés, écoutais ses histoires de travail et préparais même les courses du dimanche suivant pour tante Marlène sans faire de commentaires, tout en reconstituant les bribes de vérité derrière ses mensonges élaborés. Le jeudi soir, Grant a mentionné qu'il avait une réunion tardive et qu'il ne rentrerait pas avant le dîner. J'ai hoché la tête avec sympathie, puis je l'ai suivi à distance discrète tandis qu'il quittait le bureau. Au lieu de se diriger vers un restaurant ou un immeuble de bureaux du centre-ville, il s'est rendu dans une zone industrielle en périphérie et s'est garé devant un entrepôt. De l'autre côté de la rue, je l'ai observé composer le code d'accès et disparaître à l'intérieur. 40 minutes plus tard, il est ressorti, a soigneusement inspecté les lieux, puis est rentré. Directement chez lui. Pas de réunion, pas de collègues, juste un autre mensonge. Le lendemain, alors que Grant était réellement au travail, j'ai vérifié auprès de son assistant. Je me suis rendu au dépôt de stockage. Le code d'accès était facile à deviner. Notre date anniversaire, que Grant utilisait pour divers mots de passe mineurs. Typique de son arrogance de pensée, je ne trouverai jamais cet endroit. L'unité 317 était fermée à clé plutôt qu'à combinaison. Mais le bureau de l'unité était tenu par un étudiant à l'air râleur qui a à peine jeté un coup d'œil à ma carte d'identité lorsque j'ai prétendu être enfermé dehors. « App » a-t-il dit en attrapant un passe-partout. « J'ai juste besoin de voir votre carte d'identité pour confirmer que vous êtes sur le contrat de location. » J'ai retenu mon souffle pendant qu'il consultait son ordinateur, mais comme je le soupçonnais, l'unité était enregistrée à mon nom et à celui de Grant, une autre couche de tromperie de sa part, utilisant mon identité à mon insu. Le garde-meuble était méticuleusement organisé. Des étagères de boîtes étiquetées, des classeurs et des boîtes en plastique. Rien de sinistre à première vue, mais la précision clinique était troublante. Il ne s'agissait pas d'un rangement banal. Il s'agissait d'archives. J'ai commencé par un classeur, où j'ai trouvé des dossiers portant des noms de femmes. Chacun contenait des photographies, des notes manuscrites et ce qui semblait être des entrées de journal intime. Certaines de l'écriture de Grant, d'autres avec diverses écritures féminines. Les photos montraient des femmes se promenant dans la rue, assises dans des cafés, travaillant dans des bureaux. Nombre d'entre elles semblaient avoir été prises à l'insu du sujet. Dans une boîte étiquetée « Acquisition », j'ai trouvé des vêtements féminins de différentes tailles, encore étiquetés, des pièces de créateurs, de la lingerie de luxe, des chaussures. Une autre boîte contenait des bijoux fantaisie et des accessoires. Les albums étaient les plus troublants, chacun relatant ce qui semblait être une relation, depuis leur première rencontre jusqu'à ses différentes étapes, tous soigneusement annotés de dates et d'observations. L'un d'eux était étiqueté « Sujet 7 », Darcy, et contenait des photos d'une femme aux cheveux auburn, dont l'expression devenait de plus en plus troublée au fil des images. J'ai reconnu certaines écritures dans les journaux comme des notes que j'avais trouvées chez nous, notes que j'avais supposées écrites par Grant pour son travail. Elles détaillaient des observations comportementales, des réactions psychologiques, des tests de loyauté et leurs résultats. Des analyses cliniques et indépendantes des réactions émotionnelles des femmes. Mes mains tremblaient tandis que je remettais tout exactement comme je l'avais trouvé. Ce n'était pas une simple liaison. C'était quelque chose de systématique, de prédateur, potentiellement dangereux. Je suis allé directement chez Belle, sans me soucier des subterfuges. Elle a ouvert la porte avec un air de surprise qui s'est vite transformé en lassitude. « Dame de l'église » a-t-elle dit d'un ton neutre. De retour pour une autre visite. « Il faut qu'on parle de Grant » ai-je dit d'une voix plus assurée que je ne le pensais. « Et nous savons tous les deux que je ne suis d'aucune église. » Elle a hésité, puis s'est reculée pour me laisser entrer. « Bien. Mais fais vite. Il sera là dans quelques heures. » À l'intérieur. Je n'ai pas cherché à faire semblant. Tu ne t'appelles pas Sacha. C'est Belle Donovan. Tu as été portée disparue il y a 10 ans. Soi-disant recueillie par une secte. Quel est ton lien avec mon mari? Vraiment? Son visage est devenu pâle. Comment as-tu fait? Peu importe. Je l'ai interrompu. Ce qui compte, c'est que Grant nous ment à tous les deux et j'ai besoin de savoir pourquoi. Belle s'est affalée sur son canapé, paraissant soudain beaucoup plus jeune et vulnérable. Je ne coucherai pas avec lui. Si c'est ce que tu penses, plus maintenant, en tout cas. Alors qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait un geste autour de la maison impeccable. Pourquoi cette mascarade avec des courses et une tante malade? C'est compliqué, a-t-elle dit en se massant les tempes.
Grant m'a proposé un marché quand j'étais au plus bas. De l'argent, cette maison, un nouveau départ. Tout ce que j'avais à faire, c'était de jouer un rôle dans ce qu'il appelait son expérience sociale. Quel genre d'expérience? Il collectionne les vies des femmes, dit-elle doucement. Il les étudie. Nous, comme des spécimens. Il dit qu'il documente la psychologie des relations, la confiance, la trahison. Il m'a dit que je participais à un documentaire sur la manipulation sociale. Mon estomac s'est retourné. Et le rôle que tu joues maintenant? L'autre femme? Dit-elle simplement. Celle qui existe juste assez pour te rendre méfiante, mais pas assez pour que tu en sois certaine. Il voulait voir combien de temps tu croirais à l'histoire de la fourmi. Jusqu'où ta confiance irait avant de se briser. J'ai pensé aux garde-meubles, aux dossiers médicaux, aux photos de femmes qui ignoraient qu'elles étaient surveillées. A-t-il fait du mal à quelqu'un? Le rire de Belle était creux. Pas physiquement, mais psychologiquement. Il est passé maître dans l'art de te faire douter de toi-même. Il me paye pour être l'infidèle que tu finirais par découvrir. Une distraction par rapport à tout ce qu'il fait d'autre. Quoi? Je n'en suis pas sûr, admit-elle. Mais quoi que ce soit, c'est plus grave que de la simple tromperie. Il enregistre tout. Conversations, reactions. On dirait qu'on fait tous partie d'un projet de recherche tordu. J'ai repensé à nos 8 années ensemble. Comment Grant mesurait mes réponses. Comment il m'avait progressivement isolé de mes amis qui me posaient trop de questions. Comment il avait inventé des histoires compliquées que j'avais acceptées sans preuve. Il me teste, ai-je dit lentement. L'attente, les courses, les indices évidents qu'il m'a laissés. Tout ça pour voir ma loyauté, jusqu'où je pourrais aller. Belle hocha la tête. C'est son truc. Voyant jusqu'où il pouvait aller avant que quelqu'un ne rompe avec moi, il a utilisé mon passé, menacé de révéler où j'étais allé pendant ces mois d'absence si je ne coopérais pas. Il faut aller voir la police, ai-je dit en sortant mon téléphone. Et leur dire quoi? Demanda Belle avec amertume. Que votre mari est un menteur manipulateur qui mène des expériences psychologiques sur les femmes. Ce n'est pas illégal. Juste tordu. Nous n'avons aucune preuve qu'il ait fait quoi que ce soit qui puisse les intéresser. Elle avait raison. Ce que Grant faisait était moralement répréhensible, mais probablement pas criminel. Du moins, pas d'une manière que je puisse facilement prouver. J'avais besoin de plus d'informations, de plus de preuves. En rentrant chez moi, une conversation de la semaine dernière m'est revenue en tête, Grant décrivant avec un plaisir troublant la facilité avec laquelle on peut déformer la vérité des gens quand on vous aime. J'avais cru qu'il parlait d'une tactique de négociation qu'il avait utilisée au travail. Je comprenais maintenant qu'il m'avait avoué toute sa méthodologie en pleine face. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté assise à contempler notre belle maison, dont la façade impeccable dissimulait les ténèbres qui s'y cachaient. J'avais épousé un inconnu, un homme qui collectionnait la vie des femmes comme des papillons épinglés sur un tableau. Un homme qui m'observait depuis 8 ans, attendant de voir quand je me libérerais enfin de sa réalité soigneusement construite. La porte d'entrée s'est ouverte et Grant est sorti sur le porche, me souriant chaleureusement en me faisant signe d'entrer. Je me suis forcé à lui sourire en retour, à m'avancer vers lui avec le même sourire. L'expression confiante que j'affichais depuis des années. Car maintenant, j'avais un choix à faire. Affronter le monstre que j'avais épousé ou devenir le chasseur plutôt que la proie. Sur la carte de visite que je tenais, j'avais l'inscription « Gideon Talley, détective privé », avec un numéro de téléphone et un petit logo en forme de phare. Rowan me l'avait glissé pendant notre déjeuner hier, après que je lui ai enfin tout dit. La fausse tante, Belle, le garde-meuble rempli de preuves troublantes sur les collections de Grant. Il est spécialisé dans ce genre d'affaires, avait dit Rowan à voix basse, même si nous étions seuls dans ma voiture. Des situations où la vérité est enfouie sous des couches de manipulation. Ma cousine s'en est servie lorsque son ex la manipulait au sujet de leurs finances. J'avais passé la nuit à réfléchir à mes options. Affronter Grant directement semblait dangereux. Pas physiquement peut-être, mais je comprenais maintenant que mon mari jouait un jeu dont je ne comprenais pas les règles. Si je révélais ce que je savais trop tôt, il changerait simplement de tactique, risquant de détruire des preuves ou de créer une nouvelle tromperie. Alors, mardi matin, alors que Grant donnait une conférence à l'université, j'ai appelé le numéro. Gideon Talley travaillait dans un petit bureau au-dessus d'une librairie du centre-ville. Il était plus âgé que je ne le pensais.
la cinquantaine, les cheveux poivre et sel, et l'attitude méthodique de quelqu'un qui a vu toutes les tromperies humaines imaginables. Sa poignée de main était ferme, son regard direct, mais pas envahissant. Ton ami Rowan a mentionné que tu gérais une situation familiale complexe, a-t-il dit une fois que nous fûmes installés dans son modeste bureau. Pourquoi ne pas commencer par le début? Je l'ai fait, en étalant les livraisons de courses, la découverte de Belle, le garde-meuble avec ses dossiers méticuleusement classés sur plusieurs femmes. Pendant que je parlais, Gideon prenait des notes dans un journal relié en cuir, posant parfois des questions pour clarifier les choses, mais se contentant surtout d'écouter d'un air neutre. Tu as mentionné d'autres femmes dans les dossiers, a-t-il dit lorsque j'ai eu terminé. As-tu reconnu d'autres noms, Darcy? Non, ai-je admis, mais je n'ai eu le temps de parcourir que quelques dossiers. Il y en avait des dizaines. Gideon hocha la tête en tapotant son stylo sur le bureau. Ce que vous décrivez correspond à un schéma que j'ai déjà observé. Des individus qui créent des structures relationnelles élaborées pour étudier les réponses psychologiques. Ils sont rares, mais ils existent. Souvent, ils ont une formation en psychologie, en anthropologie ou en sociologie, qu'ils ont détournée pour satisfaire leur curiosité. C'est Grant. Exactement. J'ai dit qu'il avait un doctorat en anthropologie avec une spécialisation en dynamique sociale. J'ai toujours pensé que son intérêt pour le comportement humain était d'ordre académique. C'est probablement comme ça que ça a commencé, répondit Gideon. Ces cas naissent généralement d'intérêts de recherche légitimes qui franchissent progressivement les limites de l'éthique. Le sujet devient obsédé par le contrôle des variables, en l'occurrence des personnes, pour observer des résultats précis. Alors, que fait-on? D'abord, on documente tout, dit-il fermement. Ensuite, on cherche des liens entre ces femmes. Si votre mari agit ainsi depuis des années, il y aura des schémas récurrents et potentiellement des victimes plus gravement touchées que d'autres. La semaine suivante, Gideon a travaillé méthodiquement, utilisant son réseau de contacts pour retracer les déplacements et les relations de Grant. J'ai conservé mes habitudes à la maison, jouant le rôle d'une épouse inconsciente tout en fournissant des informations à Gideon dès que possible. 9 jours après notre première rencontre, Gideon m'a convoqué à son bureau pour m'annoncer la nouvelle. J'ai identifié 2 relations antérieures qui correspondent au même schéma que celui que nous observons avec vous et Belle, a-t-il dit en étalant des photos sur son bureau. Melissa Thornton, 2011 à 2013, et Lena Ainsworth, 2014 à 2016. Les femmes sur les photos avaient des morphologies différentes. Melissa était petite avec des cheveux noirs, Lena grande et blonde, mais il y avait quelque chose de similaire dans leurs expressions, une certaine réserve dans leur sourire. Que leur est-il arrivé? Ai-je demandé. Melissa a déménagé à l'autre bout du pays après leur rupture. Elle a changé de nom et est très peu présente en ligne. Grâce à mon dossier médical, elle suivait une thérapie pour un syndrome de stress post-traumatique complexe et des problèmes de confiance. Le visage de Lena Gideon s'assombrit. Lena Ainsworth a été déclarée légalement morte il y a 3 ans. Elle a disparu de son appartement, laissant derrière elle un mot suggérant un suicide. Son corps n'a jamais été retrouvé. J'ai senti le sang me quitter le visage. Tu penses à Grant? Je ne sais pas, interrompit Gideon. Il n'y a aucune preuve directe le reliant à sa disparition. Son dossier montre que Grant a été interrogé alors que son ancien petit ami exprimait des inquiétudes légitimes et fournissait un alibi vérifié, mais le moment est suspect, surtout compte tenu de ce que nous savons maintenant de ses méthodes. Et Darcy? La femme du garde-meuble. C'est notre piste la plus solide, dit Gideon en me faisant glisser une autre photo. Celle-ci montrait une femme aux cheveux auburn et à la peau pâle, dont le sourire ne touchait pas ses yeux. Darcy Winters, actuellement résidente au Pinewood Wellness Center, un établissement psychiatrique à environ 1 heure d'ici. 2 jours plus tard, j'étais assise dans la salle des visites de Pinewood, attendant nerveusement. J'avais appelé à l'avance, me présentant comme une ancienne amie de Darcy. Le personnel avait hésité, mais avait dit que Darcy pouvait décider elle-même si elle souhaitait des visites. Lorsqu'elle est entrée dans la chambre, j'ai failli ne pas la reconnaître sur la photo. Ses cheveux roux vifs étaient maintenant ternes et coupés courts, et elle avait perdu beaucoup de poids, sa silhouette presque fragile, mais c'était son regard qui avait le plus changé. Fatiguée, hantée, scrutant constamment le monde comme à l'affût d'une menace. Vous ne faites pas partie de mon groupe de soutien, a-t-elle dit immédiatement, restant debout à quelques mètres de distance.
Qui êtes-vous? Je m'appelle Céleste Marin, ai-je dit doucement. Je crois que nous avons quelqu'un en commun, Grant Marin. La réaction de Darcy fut immédiate et viscérale. Elle a reculé en titubant, sa respiration s'accélérant. Une infirmière à proximité s'est avancée vers nous, mais Darcy a levé la main. Tout va bien, a-t-elle dit à l'infirmière, la voix tremblante. Je vais bien. À moi, a-t-elle murmuré. Est-il là? Non, l'ai-je rassuré rapidement. Il ne sait pas que je suis là. Je suis sa femme et j'ai récemment découvert des choses qui me préoccupent profondément. Darcy m'a observé un long moment, puis s'est lentement assise en face de moi. Sa femme, a-t-elle répété. Il n'a jamais parlé d'épouse. Je crois que ça fait partie de son comportement, ai-je dit prudemment. Créer des réalités distinctes pour chaque personne dans sa vie. Le rire de Darcy était creux. Des réalités distinctes. C'est une façon polie de le dire. J'ai appelé ça de la torture psychologique. Pendant l'heure qui a suivi, Darcy a raconté son histoire. Elle avait rencontré Grant à une époque où elle était vulnérable, récemment divorcée, séparée de sa famille, recommençant à zéro dans une nouvelle ville. Il s'est présenté comme un thérapeute menant des recherches sur le rétablissement post-traumatique, lui offrant des séances gratuites en échange de sa participation à son étude. Il enregistrait tout, a-t-elle dit en se tordant les mains sur ses genoux. Il m'a donné des journaux à remplir avec mes pensées, mes rêves, mes peurs. Il a dit que cela faisait partie du processus de guérison. Mais maintenant, je réalise qu'il cartographiait mon psychisme, apprenant précisément comment me manipuler. A-t-il déjà mentionné d'autres femmes? Demandai. Une certaine Lena, peut-être. Darcy écarquilla les yeux. Il parlait souvent d'anciens sujets qui avaient échoué à ses tests et qui disaient qu'ils n'étaient pas assez forts. Incapables de supporter la vérité. Il y en avait une qu'il mentionnait le plus souvent. Je crois qu'elle s'appelait Lena. Il disait qu'elle avait choisi de fuir plutôt que d'affronter la réalité. Un frisson me parcourut. L'idée que le possible suicide de Lena ait été présenté comme un échec dans l'esprit de Grant était terrifiante. Que s'est-il passé entre vous et Grant? Demanda-t-elle doucement. Notre relation a changé, dit Darcy d'une voix basse. Soudain, il n'était plus seulement mon thérapeute. Il était chez moi, dans mon lit. Il disait que c'était la phase suivante du traitement, étudier l'intimité après un traumatisme. J'étais tellement perdue, tellement dépendante de ses conseils, que je l'ai accepté. Elle marqua une pause, inspirant profondément. Puis vinrent les tests de loyauté. Il créait des scénarios pour voir comment je réagirais. Il mentait sur ses allées et venues, laissait des traces de la présence d'autres femmes, me disait une chose, puis prétendait en avoir dit une autre. Quand je posais des questions, il me montrait des enregistrements édités de nos séances, me faisant douter de ma mémoire. « Comment es-tu arrivé ici ?» demandai-je en désignant l'établissement qui nous entourait. « J'ai commencé à tenir un journal secret, » dit Darcy, notant chaque jour ce qui se passait réellement, le cachant là où il ne le trouverait pas. Quand je le confrontais aux contradictions entre ses affirmations et mes notes, il devenait froid et clinique. Il disait que je faisais une crise psychotique, que mon traumatisme avait refait surface. Il m'avait fait interner pour ma propre sécurité. À ce moment-là, il m'avait tellement isolé que personne ne pouvait me défendre. Mon cœur se serrait pour cette femme, une autre victime des manipulations de Grant. Et maintenant, ça fait 8 mois que je suis ici, dit-elle. Les vrais thérapeutes ici m'aident à démêler le réel de ce que Grant m'avait inculqué. Je commence à reprendre confiance en moi. Elle se pencha brusquement, le regard intense. Il enregistre tout. Céleste, pas seulement ses séances ou ses conversations. Il filme les gens dans leurs moments d'intimité, quand ils se croient seuls. Il avait des caméras partout dans mon appartement. J'ai pensé à notre maison. Les 8 années où j'y avais vécu, persuadé d'avoir ma vie privée. Merci de me l'avoir dit, dis-je d'une voix ferme malgré la boule au ventre. Je te crois, Darcy, et je vais m'assurer que Grant ne puisse faire ça à personne d'autre. Plus tard dans la soirée, alors que Grant était à un dîner de département, j'ai fouillé notre maison avec un objectif nouveau. Dans le grenier, derrière des cartons de décoration de Noël, j'ai trouvé une armoire verrouillée que je n'avais jamais remarquée auparavant. La clé était cachée dans une fausse prise électrique à proximité. Le mélange typique d'intelligence et d'arrogance de Grant. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de petits appareils photo,
des cartes mémoire supplémentaires et un appareil d'enregistrement vintage. Mais le plus troublant était un disque dur connecté à un petit écran. En l'allumant, j'ai vu notre chambre, notre salle de bain, la cuisine, chaque espace privé de notre maison, tout sous surveillance. Les mains tremblantes, j'ai connecté un disque dur de secours que j'avais apporté et copié tout ce que je pouvais. Grant m'enregistrait depuis des années sous la douche, me changeant, pleurant seul, pensant que personne ne me regardait. La violation était si profonde que j'avais du mal à respirer. Alors que je remettais tout en place, j'ai remarqué une petite porte dans le mur, le genre de porte qui pourrait cacher un disjoncteur ou une vanne d'eau. À l'intérieur se trouvait un espace d'environ 1 mètre de large, dissimulé derrière ce qui semblait être un PAN de mur normal vu de l'extérieur. Et dans cette pièce cachée se trouvaient des centaines de cassettes vidéo, étiquetées avec des noms de femmes et des dates. J'ai trouvé la section intitulée Céleste et j'ai pris la plus ancienne cassette. La date indiquée était 6 mois avant ma rencontre avec Grant. Il m'avait planifié, étudié, préparé pour moi, bien avant que nos chemins ne se croisent. Notre relation était toute tracée depuis le début. Il savait qui j'étais avant même notre rencontre. J'ai raconté cela à Rowan et Gideon, d'une voix étonnamment calme compte tenu de l'ampleur de ma découverte. Nous étions réunis dans le bureau de Gideon après les heures de bureau. Les lampadaires projetaient de longues ombres sur la pièce. Il avait des cassettes étiquetées à mon nom, datant d'avant notre premier rendez-vous. Ça suggère la méditation, a dit Gideon en prenant des notes. Il vous a choisi dans des circonstances spécialement créées pour vous rencontrer. Notre rencontre fortuite à la bibliothèque, murmurai-je, me souvenant de la façon dont Grant s'était cogné contre ma table et avait renversé mon café. De ses excuses, de son charme, tandis qu'il aidait à nettoyer le désordre. Tout était mis en scène. Nous devons agir prudemment, avertit Gideon. Les hommes comme Grant, lorsqu'ils réalisent qu'ils perdent le contrôle, peuvent devenir imprévisibles. J'ai reparlé à Belle, dis-je. Elle a accepté de témoigner sur la manipulation de Grant, la fausse identité qu'il lui a créée, le chantage. Et j'ai contacté Melissa Thornton, ajouta Gideon. Elle est prudente, mais prête à fournir une déclaration écrite sur son expérience. Et Darcy? Demanda Rowan. Ses médecins ont accepté de divulguer des informations limitées sur son traitement après la thérapie de Grant. Je lui ai expliqué. Cela ne l'impliquera pas directement dans une faute, mais cela établira un schéma de dommages psychologiques dans son sillage. Au cours des 2 semaines suivantes, nous avons construit notre dossier méthodiquement. Gideon a créé une chronologie reliant les déplacements de Grant aux femmes de sa collection. J'ai catalogué des preuves provenant de notre maison. Des copies des images de surveillance, des photos de la pièce secrète, des notes de journal manuscrites de Grant détaillant ses expériences. La découverte la plus troublante est survenue lorsque Gideon a découvert des documents financiers montrant que Grant avait acheté la maison de Winslow Street, la résidence de Belle, 3 ans avant de prétendre que sa tante était tombée malade. Il préparait cette supercherie depuis des années, attendant simplement le bon moment pour la mettre en œuvre. Tout au long de ce processus, j'ai conservé mon rôle à la maison, celui d'épouse aimante et sans méfiance. Mais Grant était perspicace. Il avait commencé à remarquer de subtils changements dans mon comportement. « Tu sembles distraite ces derniers temps », a-t-il commenté un soir alors que nous préparions le dîner. « Tout va bien au travail ? Juste une affaire compliquée. » J'ai menti avec aisance. Rien de grave. Il m'a étudié un instant de trop, le regard calculateur derrière une expression inquiète. Tu sais que tu peux me parler de tout, n'est-ce pas? C'est ça le mariage, avoir quelqu'un qui te voit vraiment. L'ironie de sa déclaration aurait été risible si elle se n'était pas si effrayant. Il me suivait, observant littéralement mes moindres faits et gestes depuis des années à mon insu. Je sais, répondis-je en forçant un sourire. Je vais bien, vraiment, mais les soupçons de Grant grandissaient. Le lendemain, je le retrouvai dans mon bureau, prétendant chercher un livre. Une semaine plus tard, il me suggéra de consulter un médecin lorsque je lui fis part de ma fatigue, d'un ton un peu trop inquiet, comme s'il semait la première idée que quelque chose n'allait pas avec ma santé, ou peut-être mon esprit. J'ai reconnu le schéma de l'expérience de Darcy, les premiers pas vers le gaslighting, vers le doute. Grant me testait, sentant peut-être que son monde soigneusement construit commençait à s'effondrer. Il était temps de mettre notre plan à exécution. J'ai réfléchi,
dis-je à Grant un matin au petit déjeuner, en ajustant soigneusement mon expression pour montrer ma vulnérabilité. Tu as peut-être raison, je suis distraite. J'ai besoin d'une pause, de temps pour me changer les idées. Son intérêt fut immédiat, comme je l'avais prédit. Quel genre de pause? Il y a un centre de bien-être sur la côte. Dis-je en sortant une brochure que j'avais préparée. 3 jours de méditation, des balades dans la nature, une détox numérique. Je pense que ça m'aiderait à me ressourcer. Grant étudia la brochure et je pouvais presque voir les calculs se dérouler sous ses yeux. Une épouse qui s'isolait volontairement, qui coupait les connexions numériques et les témoins. Ce serait l'occasion idéale pour lui de faire passer au niveau supérieur ses projets. Je trouve que c'est une excellente idée, dit-il en me serrant la main par-dessus la table. Tu mérites un peu de temps pour toi. La retraite était réelle, mais je n'avais aucune intention d'y assister. Au lieu de cela, en collaboration avec Gideon et les autorités locales qui s'étaient enfin intéressées à nos preuves, nous avons planifié une opération d'infiltration. Pendant mon absence supposée, Grant serait surveillé, ses actions surveillées, car il pensait avoir carte blanche pour accéder à mes informations personnelles, fabriquer des preuves ou prendre les mesures qu'il avait prévues dans sa méthodologie. La veille de mon départ supposé, Grant insista pour préparer un dîner spécial, un repas d'adieu avant ma retraite. Il semblait presque étourdi en cuisinant, ouvrant une bouteille de vin onéreuse et il préparait un menu élaboré de 3 plats. À un nouveau départ, il trinqua en faisant teinter son verre contre le mien. L'éclat de ses yeux me donna la chair de poule. Je fis semblant de siroter le vin, mais je n'avalai pas. Vu ce que je savais maintenant de Grant, je ne voulais prendre aucun risque avec la nourriture ou la boisson qu'il préparait, pensant que je ne serais pas là pour m'interroger sur les séquelles. Tu sais ce que j'aime chez toi, Céleste, dit-il alors que nous terminions le dessert, d'un ton conversationnel, mais avec un fond que je reconnus désormais comme un intérêt clinique. Ta capacité à faire confiance. C'est vraiment remarquable. La plupart des gens se protègent avec tant de prudence, mais toi, tu es merveilleusement ouverte. Je souris, jouant le jeu. Est-ce inhabituel? Plus qu'on ne le pense, répondit-il. Les gens sont naturellement méfiants. Ils questionnent. Ils doutent. Ils cherchent des motivations cachées. Mais on accepte ce qu'on nous donne. C'est rafraîchissant. Il décrivait ce qu'il considérait comme ma plus grande faiblesse. La confiance qu'il avait exploitée pendant des années. Il était loin de se douter que cette confiance était morte dès que j'ai mis les pieds chez Belle. Maison. C'est pour ça que tu m'as épousé? Demandai-je d'une voix volontairement légère. Parce que je te fais confiance. Le sourire de Grant était indulgent. Je t'ai épousé parce que tu es extraordinaire. Un sujet parfait. Je veux dire, partenaire. Ce lapsus était délibéré. J'en étais certaine. Il testait ma réaction, pour voir si je comprendrais qu'il sous-entendait que je n'étais qu'un simple sujet d'expérience. J'ai feint l'inconscience en riant doucement. Eh bien, je suis contente que vous le pensiez. Au fil de la soirée, Grant est devenu de plus en plus transparent dans son arrogance, persuadé peut-être que je ne me souviendrais de rien de cette conversation après ce qu'il avait prévu. Les gens ne sont que des histoires qui attendent d'être réécrites, a-t-il dit en faisant tourner son dernier verre de vin. La plupart des gens ne réalisent jamais à quel point leur réalité est malléable, à quel point leurs perceptions peuvent être facilement façonnées par quelqu'un qui comprend les mécanismes de la confiance et du doute. Est-ce ce que vous étudiez dans vos recherches? Ai-je demandé innocemment, comment les histoires des gens peuvent être réécrites? Pour ainsi dire, a-t-il répondu, bien que mes travaux les plus intéressants ne soient jamais publiés dans des revues universitaires. Les expériences vraiment fascinantes exigent flexibilité et méthodologie. Et sur quoi travaillez-vous en ce moment? Ai-je demandé, sachant que le microphone caché dans mon collier capturait chaque mot. Grant il se pencha en avant, l'expression animée comme je l'avais rarement vue. Le masque de l'émotion humaine normale cédait la place à quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Une étude longitudinale sur les limites de la confiance conjugale, dit-il, documentant jusqu'où les liens d'intimité peuvent s'étirer avant de se rompre complètement. Tu as été une participante exceptionnelle, Céleste. Si résiliente, si volontairement aveugle aux incohérences que j'ai placées sur ton chemin. Comme tante Marlène, suggérai-je, le cœur battant, mais la voix assurée. Si Grant fut surpris par ma référence directe, il ne le laissa pas paraître. Au lieu de cela, il rit. Un son dénué de chaleur.
Tante Marlène n'était qu'une variable, dit-il d'un ton dédaigneux. Plutôt évidente, en fait. Je m'attendais à ce que tu la remettes en question depuis des mois. Ta détermination à me croire était inattendue, fascinante, scientifiquement parlant. Et je demandais, incapable de m'en empêcher. Était-elle une autre variable? Cette fois, les yeux de Grant se plissèrent légèrement. Tu as été occupé, dit-il doucement. Je me demandais si tu l'avais trouvée. Quand l'as-tu trouvée? Comment faire cette découverte? Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Les policiers entrèrent précipitamment dans la salle à manger. Parmi eux, Gideon, Grant Marin, l'agent principal, annonça « Vous êtes en état d'arrestation pour harcèlement, atteinte à la vie privée et surveillance électronique sans consentement. » Le visage de Grant exprima la stupeur un instant avant de se transformer en un regard froid et scrutateur dirigé vers moi. « C'est décevant, Céleste, » dit-il, comme si j'avais raté un examen plutôt que de révéler son comportement prédateur. Nous aurions pu créer quelque chose de remarquable ensemble. Tandis qu'il l'emmenait, je me tenais dans notre salle à manger, entouré des apparences de la vie que nous avions construite. Tout cela bâti sur des tromperies élaborées. La maison me semblait à la fois étrangère et terriblement familière, remplie de caméras cachées et d'années de moments fabriqués. J'étais libéré des manipulations de Grant, mais la véritable portée de ses actes commençait seulement à émerger. Dans les jours qui suivirent, les équipes de police scientifique découvriraient des unités de stockage supplémentaires, d'autres dossiers de femmes qu'il avait ciblés et des preuves que ses recherches allaient bien au-delà de ce que j'avais pu faire. Imagine. 6 mois après l'arrestation de Grant, je me tenais au fond d'une salle d'audience bondée, l'observant, impassible, assis à la table de la défense. Le procès avait attiré l'attention nationale. Un professeur d'anthropologie respecté avait été dénoncé comme un prédateur manipulateur qui avait documenté les tourments psychologiques qu'il infligeait à plusieurs femmes sous couvert de recherche universitaire. Quand est venu le moment de faire ma déclaration de victime, je me suis approché du podium d'un pas assuré. Grant m'observait avec le même intérêt clinique qu'il avait toujours manifesté, comme s'il étudiait mes réactions, les cataloguait. Je ne parlerai pas aujourd'hui de ce qui m'a été volé, ai-je commencé, la voix claire dans le silence de la salle d'audience. Les détails de mon agression ont été minutieusement documentés par des preuves. Je souhaite plutôt parler de ce que j'ai découvert à travers cette expérience. Une résilience que j'ignorais posséder. Une force qui a émergé lorsque toutes mes croyances concernant ma vie se sont révélées être de la fiction. J'ai regardé Grant droit dans les yeux en poursuivant. L'homme que j'ai épousé a créé des tromperies élaborées non seulement pour me contrôler, mais aussi pour étudier le processus de ce contrôle, pour documenter ma lente détente psychologique comme si elle c'était un exercice académique. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que briser quelque chose n'est pas la même chose que le comprendre. Dans son obsession de manipuler la confiance, il a manqué la véritable nature de la résilience humaine, notre capacité à se reconstruire même après les trahisons les plus profondes. L'évaluation psychiatrique avait déclaré Grant narcissique malin aux tendances sociopathes, incapable d'empathie, obsédé par le contrôle et tirant satisfaction de la souffrance d'autrui. Il a été jugé mentalement inapte à une incarcération standard et condamné à un internement à durée indéterminée dans un établissement psychiatrique sécurisé avec un programme de surveillance qui le suivrait à vie s'il obtenait sa libération. Face à l'intérêt croissant des médias pour l'affaire, Bell s'est manifestée publiquement et a créé une association de soutien. Elle a appelé Second Voice pour les survivants de manipulation psychologique et de contrôle coercitif. Ce qui a commencé comme un petit rassemblement de victimes de Grant s'est transformé en un réseau national, fournissant des ressources et une validation aux personnes dont les abus n'ont laissé aucune cicatrice physique, mais de profondes blessures psychologiques. 2 mois après la condamnation, j'ai vendu notre maison, incapable de vivre dans un espace où chaque pièce était réservée. Je me souvenais de surveillance et de tromperie. La maison de campagne côtière de ma défunte tante, léguée des années auparavant, mais louée, était devenue mon sanctuaire. La petite maison en bois, perchée sur une falaise surplombant l'océan, était on ne peut plus différente de la maison de banlieue immaculée que Grant avait choisie pour son expérience. Dans le studio mansardé, je me suis remis à écrire. Non pas les pensées minutieuses et censurées que j'avais consignées pendant mon mariage, toujours vaguement consciente que Grant pourrait les lire, mais des réflexions brutes et honnêtes, destinées à moi seul. Les pages se sont emplies de colère, de chagrin, de confusion, et petit à petit, d'un timide espoir.
Par une fraîche soirée d'automne, j'ai allumé un petit feu dans le foyer du jardin. D'une boîte verrouillée, j'ai sorti la cassette intitulée « Future épouse ». L'enregistrement que Grant avait réalisé des années avant notre rencontre, décrivant ses projets pour notre relation. Gideon l'avait récupéré pendant l'enquête, et après avoir servi de preuve, il m'avait été rendu. Je ne l'avais jamais regardé. Je ne le regarderai jamais. Le scénario que Grant avait écrit pour ma vie n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Moi, j'ai jeté la cassette dans les flammes, regardant le boîtier en plastique fondre et le film magnétique s'enrouler dans le vide. Avec lui, brûlait le dernier vestige de l'emprise de Grant sur mon histoire. Plus tard dans la semaine, Rowan est venu nous rendre visite, apportant une bouteille de vin et des plats à emporter de notre restaurant préféré. Nous nous sommes assis sur la terrasse surplombant l'océan qui s'assombrissait, emmitouflés dans des couvertures pour nous protéger de la fraîcheur du soir. Vous arrive-t-il de vous interroger sur les autres ? A demandé Rowan doucement. Les femmes de ces dossiers qui n'ont jamais été identifiées, ai-je admis. Gideon est toujours en train d'examiner les preuves, essayant de les retrouver. Certaines ne voudront peut-être jamais être retrouvées. D'autres ignorent peut-être même qu'elles ont été étudiées. Comment avancer en sachant qu'il reste des fragments ? Rowan fit tourner son vin pensivement. Des parties de votre histoire et des mains que vous ne pouvez pas contrôler. J'y ai réfléchi en regardant le clair de lune tracer un chemin argenté sur l'eau. Je pense que c'est vrai pour tout le monde, d'une certaine manière. On ne contrôle jamais chaque élément de son récit. La différence, c'est que j'en suis consciente maintenant. Il y a un étrange pouvoir dans cette prise de conscience. Parmi les objets retrouvés dans les différents lieux de stockage de Grant se trouvait une photographie que j'avais conservée. Une jeune femme sur une plage, le visage tourné vers l'océan, les cheveux au vent. Son nom n'apparaissait dans aucun des dossiers de Grant. J'ignorais qui elle était ni quel rôle elle avait joué dans sa collection tordue. Mais quelque chose dans sa posture, une certaine légèreté, un instant de joie inconsciente, m'avait interpellé. J'avais encadré la photo et l'avais posée sur mon bureau. Un rappel de qui nous étions tous avant que des manipulateurs comme Grant n'entrent dans nos vies. Un rappel que sous les couches de doute et de peur que ses semblables avaient semées, ce moi originel subsistait. 1 an après l'arrestation de Grant, j'ai commencé à enseigner l'écriture créative dans un refuge pour femmes du centre-ville. Non pas parce que je me considérais guéri ou sage, mais parce que les histoires avaient du pouvoir, et qu'apprendre à se réapproprier son propre récit était un acte révolutionnaire pour celles dont les voix avaient été réduites au silence. Écrivez ce qui vous effraie. Ai-je dit aux femmes réunies dans la petite salle commune du refuge. Écrivez ce qu'on vous a dit de ne pas faire. À dire. Écrivez jusqu'à ce que vos mains soient crispées et que vos yeux se brouillent. Et que les mots sur la page correspondent enfin à votre vérité intérieure. Une femme au fond, mince, lasse, serrant son carnet comme un bouclier, leva la main. Et si personne ne croyait ce que j'écris ? Et s'il disait que j'invente ? Je soutins son regard avec assurance. Écrivez quand même. D'abord pour vous, puis pour qui est prêt à l'entendre. La vérité a un poids que le mensonge n'a pas. Elle se pose différemment dans le monde. En rentrant chez moi ce soir-là, la route côtière serpentant entre des arbres centenaires et des panoramas océaniques a coupé le souffle, j'ai repensé à tous les enregistrements que Grant avait faits, à toutes les heures de surveillance, à toutes les notes et à tous les journaux méticuleux. Il avait tout documenté, persuadé qu'en capturant nos images, nos mots, nos moments intimes, il s'appropriait en quelque sorte nos histoires. Mais il était passé à côté de la vérité essentielle. Un enregistrement n'est pas la même chose que la compréhension. L'observation n'est pas la même chose que la connexion. Et malgré toute la minutie avec laquelle il nous a étudiés, catalogués, classés dans ses collections, il n'a jamais vraiment connu aucun d'entre nous. Il nous a enregistrés pour contrôler l'histoire. J'ai chuchoté à la voiture vide, au ciel obscurcissant, à la version de moi-même, guérissant encore 8 ans de blessures invisibles. Mais celui-ci est le mien, et je suis le seul à monter maintenant. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point vous connaissez vraiment la personne qui dorme à côté de vous ?